don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pascal Bastien, comment on se sent aujourd'hui? On se sent très bien. Écoute, super content d'être ici aujourd'hui. Ouais. J'étais pas mal motivé et excité de passer te voir aujourd'hui en studio. Ben, pareillement. C'est ton premier podcast? Écoute, j'ai eu le temps d'en faire dans mon jeune temps, comme on dit, mais je te dirais qu'on va essayer d'enlever la rouille au début, mais ça fait un certain temps là, que j'ai pas eu l'occasion de jaser business, jaser entrepreneuriat immobilier. On se lance. Puis comment tu occupes tes journées de ces jours-ci? Écoute, dernièrement, je te dirais que c'est assez occupé. Principalement quand on regarde avec Vistou, marché de l'immobilier super dynamique, très proactif. Nice. Fait que c'est difficile de se prévoir d'avance. Hein, ça change rapidement, ça bouge rapidement. Fait que je te dirais que dernièrement, là, c'est pas mal du démarchage, développement d'affaires, marketing numérique, rehausser l'image de marque de Vistou. Fait que c'est pas mal ça, là, mon emploi du temps dernièrement. Qu'est-ce qui t'a amené à partir Vistou concrètement? Ben écoute, Vistou, ça a été lancé il y a 3 ans. Je pense que c'était pour un certain besoin dans l'immobilier d'arriver avec une plateforme tendance au goût du jour. Je pense que les populaires de ce monde sont connus par tous, mais c'était vraiment pour rencontrer un besoin là, de justement promouvoir des projets immobiliers. Fait que c'est ce qui a amené à lancer Vistou. Je te dirais, on va souffler notre 3e bougie là, en juin. Fait que ça roule. T'as-tu toujours eu cette forme entrepreneuriale? Comme quand tu étais jeune, est-ce que tu avais parti des petits projets? Ça ressemblait à quoi un peu ta réalité? Ouais, ben écoute, j'ai toujours eu l'occasion de côtoyer soit des présidents fondateurs ou des gens qui ont été impliqués dans l'entrepreneuriat. Ça a été une décision qui a été assez naturelle pour moi. Donc aujourd'hui, avec 2 business, mais aujourd'hui, vraiment, on se concentre sur Vistou. Puis je te dirais que c'est vraiment l'esprit entrepreneurial, la fibre entrepreneuriale en moi qui a été mis de l'avant. Puis c'est ce qui m'a poussé à me lancer là, un peu dans l'inconnu. Mais pour répondre très explicitement à ta question, ça a toujours été... j'ai eu des petits projets. J'ai eu l'occasion de tester aussi des micro-entreprises, avec des entreprises parmi une entreprise. Donc, que ce soit par développer une nouvelle source de revenus, développer un nouveau produit ou un nouveau service. Donc, oui, c'est des petits projets là, qui, finalement, ont mené à des gros projets. Puis, tu dirais, une question classique de business, ce serait quoi la plus-value de Vistou? Qu'est-ce que tu amènes sur le marché? Disons que je suis un promoteur immobilier, je veux mettre ma propriété sur ta plateforme, ça ressemblerait à quoi? En fait, on peut scinder cette question-là un peu en 2 temps. Premièrement, l'essence de Vistou, c'est vraiment de promouvoir un projet immobilier. Fait que ce soit pour les constructeurs, les développeurs ou les promoteurs dans l'immobilier, notre objectif, c'est de faire rayonner le projet. Fait que ça, c'est vraiment au niveau marketing numérique, au niveau présence en ligne. Ça, je dirais que c'est vraiment là, c'est ce qu'on amène au niveau de nos clients. Ensuite, dans un 2e temps, c'est vraiment la génération de potentiels locataires et acheteurs. Vistou, son essence même, c'est d'amener des clients à mes clients. Donc, on est un peu une plateforme de ce qu'on appelle du lead generation. Ouais. Donc, c'est vraiment là, l'essence même de l'organisation, c'est ce qu'on apporte concrètement à nos clients. Là. Très cool. T'as-tu des anecdotes, des success stories justement de gens qui ont mis justement leur propriété sur ta plateforme puis qui ont reçu des retours vraiment intéressants au niveau de la visibilité ou des clients qui ont reçu quoi? Bien, assurément, je te dirais que dans les... Oui, exact. Bien, dans les grands pôles au Québec, là, on est au Québec et en Ontario, en passant. Mais si on se focus vraiment sur le Québec, je dirais que dans les grands pôles, on parle de la capitale nationale, fait qu'on parle de Québec, on parle de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, tranquillement, pas vite, dans l'Outaouais. Je dirais que c'est des pôles dans lesquels on est super fort. Dernièrement, là, il y a beaucoup de projets dans le locatif, surtout qu'on a eu des projets à succès. Que dans un court laps de temps, on a été capable d'amener des potentiels locataires ou des potentiels acheteurs de qualité. Okay. Ce qui est important pour nous chez Vistou, c'est qu'on mise vraiment sur des leads qui sont qualifiés. Donc, je dirais que même dans un laps d'1 mois, là, donc 30 jours, on génère là, en moyenne pour les clients qui performent bien entre 1,5 et 2 leads par jour. Donc, sur une plateforme qui affiche que du neuf. Donc, ça, pour nous, là, c'est vraiment des histoires à succès où est-ce que le projet vient d'être lancé ou est en développement. Puis, d'entrée de jeu, on est capable d'avoir un impact significatif sur les ventes. C'est très cool. J'aimerais savoir une question un petit peu plus générale par rapport à ton mindset sur l'entrepreneuriat, le monde de la business. Comment tu vois ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui dit, moi, je me lève, disons, à 5, je me couche à 9, je m'entraîne à chaque jour, tu vois un peu ce que je veux dire, ma nutrition est sa coche, puis il faut que je respecte ça pour être performant, right?
Est-ce que tu es d'accord avec cette mentalité-là? Comment tu vois un peu le monde des affaires? C'est une très bonne question. Je te dirais qu'il y a un peu deux profils, là. Il y a ceux qui sont cadrés au quart de tour, comme on dit, puis il y a ceux qui sont un petit peu plus en mode freestyle. Ouais. Je te dirais que je suis un peu un équilibre entre les deux. OK. J'aime freestyler dans un environnement cadré. Fait que tu sais, c'est explique-moi ça. c'est dans un sens, c'est que souvent, moi, je dois avoir des guidelines ou donc des lignes directrices qui sont assez bien définies, mais souvent, on va déroger un peu de ces lignes directrices-là. Tu sais, en affaires, c'est pas parfait. Souvent, on rencontre soit des défis, on ouvre des portes finalement qui mènent à une autre porte, à une autre porte, ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est capital pour un entrepreneur de savoir où est-ce qu'il s'en va, de se donner un but ou un objectif qui est relativement haut niveau. Mais pour se rendre à ce but-là, on va s'entendre, les routes à prendre là, sont assez divergentes, puis on ne sait jamais si on va tourner à gauche ou tourner à droite. Fait que c'est pour ça que j'aime dire, là, c'est un peu une ligne directrice dans un environnement où est-ce que des fois on peut déroger de ça. Là. Ben, c'est très bon, puis tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de types d'entrepreneuriat. On peut parler d'intrapreneurs, de repreneurs, d'entrepreneurs en tant que tel, tu sais. Mais c'est de voir un peu c'est quoi ton profil, c'est quoi ton identité, puis on se fait souvent influencer par les réseaux sociaux dans le sens qu'il faut grinder, tu sais, le concept du grind. Puis FDBCO, je sais pas si tu l'as vu passer, oui, absolument. mais il joke, il niaise tout le temps ce concept-là, puis c'est vraiment mettre ça de l'avant. Puis moi, je suis un peu partagé là-dessus. Je suis assez cadré, comme tu dis. J'aime ça être organisé, puis éviter le plus possible des surprises ou des choses qu'on s'entend pas qui s'en viennent. Puis je pense qu'en affaires, justement, je pense pour grow puis scale, puis aller chercher des employés puis grandir ton entreprise, tu as besoin de ces soft skills-là. Est-ce que toi, c'était inné, justement, ces soft skills-là, justement, je te dirais? Ou tu as appris ça par la suite, par tes expériences, par tes parents, peut-être, des qualités qui t'ont partagé? Écoute, je dirais que je viens pas d'un milieu familial qui a été dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai pu grandir là, durant ma jeunesse. Ouais. Par contre, dans mon parcours de carrière, j'ai appris ces notions-là en frappant des murs. Donc, tu sais, c'est un peu drôle où est-ce que tu progresses dans un chemin, puis à un certain moment, tu fais quelque chose que naturellement, tu n'aurais peut-être pas dû faire de cette façon-là. Ouais. Frappe un mur, 100%. Learning. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai développé ce genre de skills-là. Puis je suis un peu d'accord avec toi aussi dans un sens où est-ce que il y a un équilibre entre le grind puis d'être visionnaire et tout ça. Ouais, c'est sûr. Mais non, honnêtement, ça a été vraiment au niveau de mon parcours académique, mon parcours, j'ai fait autant des grandes entreprises que des PME, que des startups. C'est vraiment là en gravitant les échelons là, que j'ai pu aller mettre des outils à mon coffre. Là. Est-ce que tu as eu du jugement, justement? Tes parents, ils faisaient quoi ou ils font quoi en ce moment? Mes parents ont toujours été fonctionnaires, fait que ça a toujours été ça a été toujours un petit peu petit train va loin. La stabilité, le confort, tout ça. La notion de risque chez nous, c'était pas nécessairement quelque chose qui était super présent. Fait que je te dirais que j'étais un peu le mouton noir dans un sens où est-ce que j'ai été pas mal plus loin, j'ai pris des risques, j'ai quitté le nid familial. Moi, je viens de l'Outaouais, je viens de Gatineau. Fait que le premier vraiment à partir puis d'aller en région un petit peu plus éloignée, là, on s'entend. Sortir de sa ville natale, déjà là, c'est un step. Ouais. Right? Exactement. Fait que, quand j'ai quitté pour venir étudier ça à Montréal, ça a été un peu comme wow, OK, c'était tout du nouveau, c'était tout de l'inexploré. J'avais aucune référence. Je partais un peu avec mon backpack, mes trucs, mon laptop, puis garde, adviendra que pourra. Okay. Puis honnêtement, c'est ce qui a un peu forgé la personnalité que je suis devenu aujourd'hui. De regarder vers l'avant, puis d'aller vers l'avant, puis d'essayer. Quitte à ce qu'on apprend en cours de route, à faire un pas de recul, mais c'est un peu le genre de cette genre de mentalité-là qui justement fait de moi un entrepreneur aujourd'hui qui se distingue un petit peu. Là. Un entrepreneur accompli, je dirais, puis justement en ce moment avec Visitou, si je ne me trompe pas, tu es avec plusieurs actionnaires. Exactement. Okay. Donc comment ça fonctionne chez Visitou, c'est qu'il y a 3 actionnaires majoritaires. Okay. Donc, évidemment, les parts sont réparties, il y a un actionnaire majoritaire et 2 autres minoritaires. Fait que c'est un peu la structure dans laquelle on a. La beauté de tout ça, c'est que chacun a un rôle un peu différent, arrive avec un bagage différent. Ouais. Par notre expérience, par notre background, ce qui nous avantage dans la structure, c'est que on a une personne qui est plus en mode développement business, donc organisationnel. On a quelqu'un qui est hyper axé sur les opérations, le quotidien, les processus, comptabilité, finance, et ainsi de suite. On a une personne qui est axée sur le produit. On s'entend, Visitou, c'est une plateforme web. Fait que c'est le produit. On vend de l'intangible. On vend un site web. Donc, on a une personne qui est dédiée
à 100% sur ce dossier-là. Mhm. Puis moi, de mon côté, c'est tout ce qui est développement d'affaires, croissance organisationnelle, mais plus au niveau du chiffre, puis tout ce qui est marketing numérique, marketing traditionnel avec les partenariats, etc. Donc, c'est vraiment là, comme ça la structure qui est répartie chez Visto. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de développer Visto comme un niveau beaucoup plus exponentiel, d'avoir des actionnaires ou d'être resté seul? En fait, si j'ai à comparer l'actionnariat puis d'être un solopreneur, je pense que d'être en actionnariat, ça a toujours des bons côtés. D'avoir des gens qui arrivent avec un certain bagage, comme je l'ai dit, qui sont impliqués, de pouvoir répartir les tâches, parce que c'est faux de dire qu'un entrepreneur va être 100% dans chacune des facettes de l'organisation. Fait que à ce niveau-là, je crois que ça amène une valeur ajoutée qui est super pertinente, mais en même temps, ça a ses défis. On est 4 têtes, on est 4 opinions. Des fois, on a 4 visions. C'est pas toujours un scénario rose. Donc, vous n'êtes pas des yes man, hein? Vous n'êtes pas des gens qui disent... Exact. Fait que, est-ce qu'il y a eu des accrochages, des situations justement que vous êtes forcés à réévaluer un peu la réponse? Absolument, c'est sûr, on n'a pas toujours besoin d'être d'accord en entrepreneuriat, puis c'est sûr que ça arrive assez régulièrement, mais la beauté de tout ça, c'est que chaque personne est accountable d'un peu de son département, on va dire comme ça, malgré qu'on n'est pas 60 employés, mais chaque personne est un peu responsable de son département, puis à la fin de la journée, c'est la personne qui va prendre la décision. Fait que nous, on agit à titre d'influenceur sur chacun, on peut amener des points de vue, mais à the end of the day, on se respecte chacun dans nos rôles, puis une personne est vraiment là, a les mains sur le volant pour chacun des départements. Donc, c'est comme ça un peu qu'on fonctionne à l'interne. Puis honnêtement, ça fait des super beaux débats. Je dirais pas des accrochages, je dirais plus des bonnes discussions. Mais c'est ce qui amène justement à se questionner, à se challenger. Puis c'est ce qui fait avancer Visto très rapidement dans les derniers 3 ans. Là. Ben, génial. Puis j'aimerais savoir un petit peu comment tu vois le futur du marché immobilier au Québec. Ça ressemble à quoi, parce que tu baignes dans cette sphère-là? Oui, écoute, c'est sûr que je ne veux pas non plus me lancer trop dans des sujets super pointus, mais si je regarde les tendances qu'on voit au niveau numérique, au niveau promoteur, développeur, constructeur, je pense qu'actuellement, on a un ralentissement au niveau de tous les produits qui sont vendants. Donc, tu sais, l'achat, donc l'accès à la propriété, là, je pense que c'est des sujets qui sont super tendance de nos jours. C'est un petit peu plus difficile. Ce que j'anticipe, ce qu'on voit, c'est que l'âge moyen pour le premier achat va augmenter dans les prochaines années. De combien à combien tu pourrais? Ben, tu sais, on s'entend, on peut prendre, je pense, certaines tranches d'âge. On s'entend dans celles de mes parents qui sont nés entre 60 et 65, habituellement, autour des 20 ans, tu faisais l'achat de ta première maison, même si c'est pas plus jeune. C'est fou. Maintenant, si je me prends à moi comme cas de figure, moi, ça s'est fait un petit peu plus tard, vers les 27 ans. Donc, si on continue à repousser, ben, ça ne me surprendrait pas qu'on atteigne les alentours de 30 ans pour l'achat d'une première propriété. Là, c'est sûr que je parle d'une maison, là, il y a d'autres types de logements. Puis l'impact que ça va avoir dans l'immobilier, c'est que le locatif, fait que les immeubles en location vont être hyper en demande. Fait que là, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que l'offre va répondre à cette demande-là, sachant qu'il va y avoir de moins en moins d'acheteurs, mais plus de gens qui vont louer sur du plus long terme qu'à l'habitude. Fait que je dirais que c'est une tendance qui est à prévoir. Écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, ça se peut que ça aille dans d'autres directions, mais c'est vraiment la tendance qu'on voit chez Visto, là, si j'ai à répartir l'intérêt pour un produit en location ou un produit à vendre. Oui, parce qu'on voit de plus en plus des tours à condos, un popé un parti par là à Montréal, à Laval, plus que peut-être des maisons unifamiliales. Dans les régions les plus convoitées, fait que on parle de Québec, Montréal, Gatineau, Ottawa, évidemment Laval, Brossard. Je te dirais qu'il y a beaucoup de multilogements qui sont en construction. Les mises en chantier au Québec sont relativement stables, voire un petit peu à la baisse en fonction des derniers rapports de la SCHL au niveau de ce type de logement-là. Par contre, quand on va dans des régions comme Sainte-Julie, quand on va comme peut-être un peu dans Sainte-Adèle, Lanaudière, etc., il y a encore des projets de construction, que ce soit des maisons de ville, des unifamiliales qui se développent là, dernièrement. OK, c'est bien. Fait qu'il y a différents types d'immobilier. Pour les gens qui nous écoutent, on identifie quoi, le multilogement, on identifie les condos. Est-ce qu'il y a d'autres types de propriétés que les gens pourraient être intéressés justement à mettre en vente sur ta plateforme? Oui, exactement. Ben, si je m'adresse vraiment aux promoteurs, constructeurs, développeurs, c'est que on a vraiment de tout chez Visto. La beauté, c'est qu'on a un utilisateur type.
nous, c'est un utilisateur qui a une certaine qualité de vie parce qu'on s'entend, on fait du neuf. Ceci étant dit, ça va du jeune professionnel jusqu'à, par exemple, une personne qui est dans la début cinquantaine, 55, qui veut vendre sa maison puis qui veut aller dans un logement tout inclus, pas de pelletage, garage intérieur, cuisine commune. Donc, on a vraiment un profil très vaste, ce qui nous amène à offrir un produit aussi qui est très vaste. Donc, pour un promoteur, constructeur, développeur, sur Visto, ça peut être, comme tu l'as dit, du multilogement, des maisons, des chalets, des résidences pour personnes âgées, des logements tout inclus, 50-55. Nice. On a vraiment une très grande gamme de produits qu'on affiche. On fait aussi du commercial neuf. Donc, si jamais il y a un parc industriel, il y a des nouveaux locaux commerciaux qui sont en construction, on a vraiment une clientèle cible ou des utilisateurs qui recherchent ce genre de produits-là chez Visto. On a aussi des terrains. C'est pour certains investisseurs, c'est sûr qu'on est assez restreint à ce qu'on peut promouvoir un terrain à part le zonage puis une belle photo du terrain. Mais reste que c'est quelque chose qu'on offre chez Visto. Fait qu'on a vraiment là l'éventail des produits. Puis, on voit une tendance aussi pour tout ce qui est mini-maison, maison éco-énergétique. 100%. Donc, ça, c'est une tendance qu'on est en train de regarder de très près. Puis, on essaie d'aller dans cette direction-là dans les prochains mois. Là. Donc, probablement d'ici la fin 2024, là, vous risquez de voir des nouvelles choses avec Visto concernant ça. Toutes ces nouvelles propriétés-là, les mini-maisons, par exemple, c'est un concept qui est intéressant parce qu'on se dit... Écoute, disons, on a un couple classique des gens qui, au Québec, travaillent en classe B, qui font un salaire moyen de les 2 à 50 000, disons qu'ils font 100 000 dans un revenu familial. Ils peuvent même pas se... c'est quoi le terme? Ils peuvent pas se... Ils peuvent pas se permettre. Ils peuvent pas se permettre, c'est ça, exactement, de s'acheter une propriété à 500 000, tu sais. Une maison unifamiliale classique. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, c'est ça, ces gens-là se ramassent dans du condo locatif. Qui coûte essentiellement le coût de même peut-être d'une hypothèque éventuellement. Fait que c'est-tu un cycle vicieux qui va continuer sans cesse? Est-ce que le marché est dans une bulle en ce moment? Est-ce que tu penses que... Ça, c'est juste l'opinion un peu, là. Mais est-ce que tu penses que le marché immobilier va réduire au niveau de son prix ou il va stabiliser, il va continuer à augmenter? Parce que je vois pas comment on peut continuer à respirer puis se dire, moi, je vais être un propriétaire d'un immobilier, même en couple. Sinon, il faudrait faire 200 000 ensemble pour pouvoir peut-être se permettre cette propriété-là. Fait que c'est pas un questionnement que je pense que les gens qui écoutent le podcast se posent. Ben écoute, c'est une super bonne question. Puis pour les gens qui écoutent, il y a plusieurs opinions. Chaque expert dans l'immobilier peut vraiment y amener son grain de sel. Personnellement, moi, je pense que tout est une question de l'offre et la demande. Okay. Plus la rareté de l'immeuble est grande, plus le coût va être exponentiel. Fait qu'un suit l'autre. Donc, naturellement, je pense qu'au niveau de la perspective de la construction en 2024, plus on construit, plus il va y avoir d'offres. Ça va venir réguler la demande, ce qui fait en sorte que le logement va être plus 100%, accessible. 100%. Ça, c'est mon opinion à moi. Puis je ne veux pas non plus rentrer dans des aspects économiques, etc. Je veux simplement dire qu'à haut niveau, ça va vraiment avec l'accessibilité du logement. Ça, c'est un très bon point. C'est d'y aller avec sa logique, évidemment, supply and demand, right? Mais j'ai parlé avec un promoteur immobilier récemment, puis pas juste lui, il y a plusieurs, je te dirais, qui ont eu ce consensus-là, et que c'est très difficile de bâtir au Québec. Très, très, très difficile au niveau d'aller chercher des corps de métier compétents, des payer suffisamment, d'aller chercher les permis. C'est long, c'est très, très lourd au niveau bureaucratique. Fait que c'est comme ça décourage les promoteurs à aller bâtir des projets, puis justement d'aller chercher un petit peu plus de supply par rapport à la demande, parce que c'est ça, là, on n'a pas d'inventaire, fait que les prix sont assez gonflés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça, c'est le marché de même. Donc, mais il faut, si j'étais le gouvernement, on encourage ces promoteurs-là, puis on essaye de rendre le système bureaucratique un peu moins lourd pour aller chercher ces permis-là. Donc ça, c'est mon opinion, mais c'est un sujet qui revient souvent dans mes podcasts, puis c'est tout le monde vit ça. Tout le monde doit se loger. Comment on fait pour affronter ça? Ben, tu sais, encore là, c'est une question qui peut avoir de diverses opinions, mais à mon avis, c'est justement d'accompagner les promoteurs, constructeurs, développeurs dans le lancement des mises en chantier, d'alléger vraiment le processus au niveau d'octroyer des permis, exactement. Donc, tu sais, de pouvoir vraiment donner des permis sans avoir mille et une contraintes. Nous, on le voit aussi, tu sais, on a des clients potentiels qui nous disent
ou qui nous disent, en fait, tu sais, Pascal, j'ai un projet qui s'en vient, tu sais, la date de mise en chantier est prévue, disons, c'est le 1er juin, puis on arrive au 1er juin, c'est repoussé au 1er juillet, au 1er août. Pourquoi? Donc, tu sais, parce que justement, il y a des processus au niveau de la ville, souvent, qui sont relativement lourds. C'est très réglementé. Donc, je pense que, justement, le gouvernement du Québec, avec en collaboration avec les villes, d'être un petit peu plus confortable, d'être un petit peu plus à l'aise dans offrir ou accompagner dans l'octroyation de... Bon, on va utiliser ce mot-là? Dans le... L'obtention de ces permis-là. L'obtention de ces permis-là, merci. Synonyme. Donc ça peut... Exact. Donc ça, c'est sûr que ça va vraiment faciliter la donne. Puis tu sais, on n'est même pas obligé d'aller très loin. On regarde en Ontario, dans les autres provinces, c'est 10 fois plus facile de bâtir. Il y a moins de régulation. Puis c'est sûr que c'est pour et c'est contre par rapport à ça, mais c'est clair que si on se compare au niveau national, il y a peut-être des petites lacunes par rapport à la promotion immobilière. Comme je dis, tout le monde a besoin de se loger abordablement. Fait que c'est un challenge par rapport à ça. On a eu je fais souvent un meeting pré-podcast, puis tu m'as mentionné que c'était un sujet en tout cas difficile à développer par rapport au courtage immobilier pour ta plateforme. Donc, comment est-ce que tu abordes ça? Ben écoute, premièrement, à tous les courtiers qui vont écouter ce podcast-là, on est vraiment pas un contre l'autre. On pousse vraiment dans la même direction. Souvent, quand je discute avec certains de mes courtiers, mes amis courtiers, ils viennent dire, ben là, tu fais un peu ma job, tu fais du démarchage, tu vas chercher des leads que tu envoies à un promoteur, constructeur, développeur. C'est vraiment pas le cas parce qu'on n'a pas nécessairement la même audience. Donc, si j'avais vraiment à renchérir sur ce sujet-là, on vient travailler avec les courtiers. On n'a pas encore développé de produits ou d'approches qui sont propres à eux, mais je vous garantis qu'en 2024, on a déjà lancé une idée. On a une piste sur comment est-ce qu'on pourrait collaborer avec les équipes de courtage immobilière. Ouais. Ça s'en vient pour 2024, mais le rôle qu'on a à jouer avec eux, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut vous accompagner ou un peu mettre, comme on dit, du gaz dans la machine. Là, donc, vous amener des potentiels acheteurs, des potentiels locataires. Donc, je dirais qu'en 2024, on a un gros projet d'envergure qui va voir le jour. On a commencé à discuter, c'est un de mes partenaires justement qui a lancé une idée. Donc, pour tout ce qui est la collaboration avec les courtiers immobiliers, ça s'en vient. On va y aller avec région administrative, là, un peu ce qu'on avait en tête, puis d'avoir 1 ou 2 courtiers immobiliers par secteur dans laquelle on va collaborer. Donc, plutôt les courtiers acheteurs donc, qui recherchent. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Visisto en 2024, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on n'est pas un contre l'autre. On n'est pas en compétition avec un courtier immobilier. On veut vraiment venir jouer dans le même carré de sable, dans le même écosystème, puis on veut collaborer avec eux. Il y a un terme qui est intéressant que j'ai entendu récemment, c'est la coopétition. Oui. Coopérer, puis compétition. Fait que c'est une belle compétition qui est plus collaborative. Exact. Right? C'est pas un Shark World, Business World, dans ce sens-là. C'est que, puis surtout dans différents domaines, là, autant en marketing que dans les nouvelles entreprises, souvent, il y a un nouveau concept de partenariat. C'est 2 entreprises qui offrent le même service ou qui ont une offre un petit peu semblable, mais pourquoi on ne se met pas ensemble puis on scale ça, right? Pour offrir le meilleur service possible, le meilleur produit possible à nos clients. Tout à fait. Puis, non, tu as tout à fait raison. Puis dans l'immobilier, c'est assez commun. Surtout dans le contexte de Visisto où est-ce qu'on est un produit intangible, on est numérique. Ouais. Fait que ça, ce que ça fait, c'est qu'on peut facilement s'intégrer, on peut facilement collaborer avec une série de plateformes ou d'applications ou de technologies qui sont propres à l'immobilier. Qu'on parle de plan 3D, donc comment visiter un projet dans le confort de chez soi, que ce soit avec des agences qui sont spécialisées dans la conception de sites web pour immobilier, que ce soit pour tous les produits connexes, un prêteur, un assureur, on est facilement intégrable avec ce genre de plateforme-là. Fait que ça nous amène pour nous à développer ce genre de partenariat-là. Donc, de se dire, écoute, oui, peut-être qu'on a des clients similaires. Oui, peut-être que parfois, ça va aller plus d'un côté que de l'autre. Mais le fait de se joindre ensemble puis d'avoir un objectif commun, souvent, ça vient pour le client ou l'utilisateur, ça devient un avantage significatif. Là. Puis toi, ton rôle par rapport au niveau des... Disons qu'on a un inspecteur bâtiment, un courtier, un inspecteur bâtiment, un courtier hypothécaire, on a un représentant vendeur. Comment tu te distingues? C'est quoi ton rôle par rapport à ça? Écoute, c'est un super bon point.
Nous, quand on collabore avec un promoteur, constructeur, développeur, on vient, encore une fois, c'est un peu le même contexte que le courtier immobilier. On ne vient pas prendre le travail d'un agent de location ou d'un représentant des ventes. Okay. Au contraire, on vient vraiment se greffer à la force de vente d'un promoteur, constructeur, développeur, puis on vient dire, écoutez, nous, on va être une porte d'entrée chez vous. On a un certain volume de trafic sur notre plateforme qui, à 99% du temps, est plus élevé que le site web du projet ou du promoteur en tant que tel. J'ai un écosystème en ligne qui est du produit neuf. Fait que la personne qui vient sur mon site recherche le produit et service de mon client. Fait qu'on vient vraiment se greffer à la force de vente, puis on vient collaborer avec eux pour dire comment est-ce que moi je peux avoir un impact sur tes résultats. Fait que ça, c'est au niveau des représentants des ventes dans la vente, évidemment, et des agents de location quand c'est du locatif. Ouais. Il y a aussi tout le volet marketing. Donc, souvent, en marketing, chez les promoteurs, développeurs, constructeurs, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement clair. Souvent, c'est relié à la mise en marché. C'est un rôle qui peut être d'un fois conjoint avec d'autres fonctions. C'est une stratégie marketing pas vraiment développée, right? Okay. Exactement. Ça peut être dans ce contexte-là. Fait que nous, on vient un peu se greffer aussi à l'équipe marketing. Ah ouais. Fait que n'oublions pas que nous, on génère des utilisateurs, on génère des impressions, on génère du trafic, on génère des leads, donc des messages et des appels, par différentes initiatives de visibilité. Donc, sur Visto, il y a une logique aussi qu'on peut caractériser d'achat média ou de promotion d'un projet spécifiquement. Fait qu'on vient prendre la stratégie marketing, si elle existe, de nos clients, puis on dit comment est-ce qu'on peut venir se positionner dans ça à des moments précis. Ouais. Donc, on est vraiment un facilitateur. Là. On vient vraiment faciliter au niveau de la vente, génération de potentiels clients, de potentiels locataires ou d'acheteurs, mais aussi on vient se positionner comme expert marketing. T'sais, on conseille, on accompagne, on fait des tests. Donc, c'est vraiment là, ça notre rôle au niveau là, de notre client. Fait qu'on est un accompagnateur. Puis, ce qui nous distingue aussi considérablement, c'est qu'on vient analyser tout ce qu'on fait. Ouais. Fait que ça, c'est un point qui est super important. C'est qu'on ne dit pas à nos clients « Hey, vous affichez votre projet, on se fait un beau thumbs up, puis on se voit dans 12 mois. » C'est vraiment pas le cas. On suit les résultats. Quand ça va moins bien, on s'assoit avec le client, on trouve des solutions. Fait qu'on on est vraiment en mode solution. Quitte à même faire des initiatives de co-marketing parfois. De travailler avec le client à se dire comment est-ce que nous, on peut faire quelque chose d'une perspective marketing qu'on va faire ensemble. Que ce soit la rédaction de contenu, l'événementiel, on fait une campagne d'achat média, on fait une infolette. Fait que, on est vraiment là, ouvert là, en termes d'initiative. Fait que, en général, on vient vraiment accompagner le client tant du côté des ventes que du marketing numérique. Tu m'as mentionné que tu étais présent au Québec et en Ontario. Ouais. Est-ce que tu as des ambitions d'aller over que le Canada? Oui. Ben écoute, c'est une excellente question. En 2024, Visto, on veut vraiment rehausser la notoriété au Québec. Okay. On se le cachera pas. Quand on veut rechercher une propriété, Visto n'est pas le premier choix. On est conscient de ça, fait qu'on veut amener à se faire connaître au Québec 2024. Ontario, 2024, on veut aller chercher un certain pourcentage des mises en chantier. On a lancé des initiatives sur notre site web qui nous permettent d'augmenter notre inventaire de projets en Ontario. Donc, on veut vraiment aller chercher un bon 20-25% des mises en chantier d'ici la fin de l'année. On est actuellement en phase d'accélération pour ce marché-là. Donc, ça, c'est vraiment nos ambitions pour cette année. 2025, donc là, je me projette un petit peu plus loin. Parfait, ouais. Oui, on voudrait vraiment aller dans l'Ouest canadien. Donc, on a déjà des discussions avec des potentiels partenariats. Donc, eux, c'est vraiment plus des entreprises dans la technologie qui ont le même type de clients que nous. Donc, qui ont des clients promoteurs, développeurs, constructeurs dans l'Ouest canadien. Fait qu'on envisage vraiment de prendre un tournage en 2025 puis d'essayer d'aller tranquillement, pas vite, explorer ce marché-là. Mais l'objectif ultime de Visto, si on se projette dans le temps, c'est d'être la référence en recherche de projets immobiliers neufs au Canada. Fait qu'on veut vraiment être à l'échelle du pays. Oui, la référence au Canada par rapport à ça. On n'a pas vraiment parlé de ta compétition. Ça ressemble à quoi? Ouais, au Québec, là? Oui, ben c'est une super... C'est souvent quand... C'est un des premiers sujets qu'on aborde, mais normalement, quand on recherche un logement, c'est centriste du proprio. Ça, pour pas les nommer. Tout le monde connaît, que tout le monde connaît. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement mes concurrents parce que je pourrais afficher ma maison sur du proprio. Par l'entremise d'un courtier, ça pourrait être fait sur Centris. Oui, ça. Nous, ce qui nous distingue, c'est qu'on fait l'affichage de projets immobiliers neufs. Je suis strictement dans du neuf. Donc, nous, on collabore vraiment avec les 100%. promoteurs, constructeurs, développeurs.
Fait que dans ce marché-là, je dirais qu'il y a 4 joueurs au Québec qui sont dans ce créneau-là. OK. On a l'opportunité d'être en pleine croissance. On le voit par nos résultats. Fait qu'il y a certains de nos compétiteurs que ça fait plusieurs années qui sont dans ce marché-là. Mais je dirais qu'ils regardent probablement dans leur rétroviseur puis ils voient un Visto qui arrive en pleine croissance. Donc, je dirais qu'on est en train de prendre notre position dans ce marché-là. On est super satisfait avec surtout les derniers mois, les dernières années. On a fait des pas de géant. On s'est surtout concentré, comme on dit, sur la business. On a fait un petit pas de recul, on a mis des fondations qui sont pas mal plus solides que ce que c'était, mais on est vraiment prêt pour passer à la prochaine étape puis attaquer le marché de l'Ontario. Sur 3 ans, mettons, première année, ça a été quoi les défis? Deuxième année, ça a été quoi? Puis la troisième année, ça a été quoi? Je dirais que dans les premières années, le défi, c'est vraiment d'instaurer, comme je disais, des processus internes, des bons outils qui vont te permettre de faire une économie de temps. Te concentrer sur la croissance et la notoriété de la business. Okay. Fait que souvent, ce qui est négligé dans plusieurs startups, c'est le fait de se doter d'un petit CRM qui va te permettre de bien stocker tes données, de comprendre tes utilisateurs, de faire la collecte de données, d'engager tranquillement avec eux, de bâtir vraiment une offre de service qui est solide, qui est appuyée par des outils comptables qui fonctionnent bien. Fait que, honnêtement, ce qu'on appelle le tech stack, ça devient un défi qui est assez majeur dans les premières années parce que ça nécessite beaucoup d'expertise, ça nécessite du temps et de l'investissement. Souvent, c'est rare qu'une startup a ces 3 éléments-là, malheureusement. Donc, souvent, c'est ça les défis des premières années. Ensuite, je dirais que la notoriété est un facteur qui vient jouer une importance majeure. Parce que souvent, c'est rare qu'organiquement, surtout dans l'immobilier qui est un marché assez compétitif, on va passer d'être pratiquement pas connu à très connu à l'échelle des grands de ce monde. Fait que je dirais que de trouver des méthodes de pouvoir se faire connaître, c'est un défi qui, encore à ce jour pour Visto, est un défi en passant, mais c'est vraiment d'augmenter la notoriété de la marque, de rehausser l'empreinte numérique. Puis souvent, ce qui cause cet enjeu-là, c'est que on doit faire des investissements en achat média, on doit avoir une stratégie qui est solide, mais encore une fois, c'est le fameux pay-to-play. Là. Donc, tu es dans un écosystème où est-ce que pour te faire connaître, il faut que tu mettes 1$, 2$, 3$. C'est ça qui est difficile dans une entreprise là, qui a moins de 5 ans. Puis justement, est-ce que tu as un plan ou tu développes un plan justement média ou marketing pour faire connaître puis faire exploser Visto sur que ça soit une référence sur l'Internet? Mais les réseaux sociaux en général? Oui, mes partenaires, mes collègues ils ont eu la chance de faire un travail exemplaire au niveau du référencement organique dès le jour 1. Excellent. Je dirais que pour une startup, c'est un dossier qui est souvent négligé, qui a des répercussions extrêmement importantes en cours down the road, comme on dit. Donc, au niveau de Visto, on avait fait dès le départ un plan de référencement organique qui était très solide. En respectant ça, aujourd'hui, ça nous amène à ce que cette initiative-là génère à peu près 85% de notre trafic en ligne. Donc ça, c'est super intéressant parce que contrairement à de l'achat média où est-ce que justement je vise Anthony, je dis hey, Anthony, viens sur Visto, viens visiter Visto, voici Visto, puis naturellement, tu cliques, tu viens zioter, tu pars, tu n'es pas un utilisateur qui est relativement qualifié. Le référencement organique, c'est quelqu'un qui recherche condo à louer Gatineau. Il y a un besoin. C'est la personne qui l'a tapé, qui l'a écrit, puis c'est là où est-ce que Visto va être mis de l'avant. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans les premiers 3 ans. Okay. Maintenant, dans le plan numérique de Visto, c'est sûr que là, on est venu rajouter un peu de corde à notre arc. Donc maintenant, on fait du contenu marketing. Oui. On est ici aujourd'hui pour des raisons bien évidentes, mais on participe à ce genre d'initiative-là. On rédige beaucoup de contenus qui peuvent interpeller nos utilisateurs. On a vraiment rehaussé la fréquence au niveau de la publication des réseaux sociaux organiques. On a vraiment déclenché les premières initiatives d'achat média cette année, en 2024. On n'en avait jamais fait auparavant. On est encore en mode apprentissage. Mais jusqu'à présent, ça va super bien.
On a vraiment là, une perspective 360 sur le marketing numérique maintenant. Donc, je dirais que ça a pris un certain temps, mais aujourd'hui, on est là. Donc, tu sais, pour toutes les startups, là, c'est normal de ne pas avoir un plan marketing solide, 360 avec l'investissement média dès le jour 1. Mais tu sais, je savais vraiment faire un conseil là, pour les startups. Référencement organique, SEO, ça coûte 0$, ça prend du temps, ça prend un peu de recherche, mais une fois que c'est bien fait et que ça roule, les résultats vont suivre. C'est vraiment insane. Puis pour les gens, mettre un petit peu de contexte pour les gens qui ne nous connaissent pas, essentiellement, je me suis mis en contact par Carl Lucier de Tech Guys. Puis tantôt, tu m'as mentionné que tu avais un beau partenariat ou en tout cas une collaboration que tu voulais faire avec Tech Guys qui est en train de se développer. Fait que je te laisse parler de ça. Ben oui, écoute, comme je l'expliquais tantôt, on est vraiment, chez Visto, on est vraiment pour la collaboration. Ouais. Nous, on veut, comme on dit, on veut tirer les autres entreprises vers le haut ensemble. Avec Tech Guys, qui est un exemple très pertinent, c'est qu'on a bâti un produit qui inclut de l'affichage de projets immobiliers pendant 1 an, mais aussi un site web pour un projet immobilier qui est livré à un temps qui est assez impressionnant. Fait que, autrement dit, notre objectif, c'est d'offrir à la communauté de l'immobilier un site web performant avec de l'affichage Visto qui est toujours axé sur la génération de potentiels acheteurs et locataires à un prix qui est ridiculement bas. Fait que, comme j'expliquais, comme tu l'introduisais tantôt, le fait, on n'est pas vraiment en co-compétition ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est ça, exact. On est vraiment, on se dit, regarde, on a des clients similaires. Pourquoi moi, je tirais la couverte de mon côté, toi, tu tires la couverte de ton côté? On va faire un produit ensemble, on va promouvoir ce produit-là. On serre la pince puis on dit, hey, on a un objectif commun. Donc, c'est un partenariat qui a été lancé très récemment. Hey, donc, pour tous les promoteurs, merci pour tous les promoteurs, constructeurs, développeurs qui ont besoin d'un site web, on a quelque chose pour eux. Puis, c'est une porte d'entrée, dans un sens. Moi, souvent, je vais avoir des clients qui me disent, Pascal, j'ai pas besoin nécessairement d'affichage aujourd'hui, j'ai un nouveau projet, je veux bâtir un microsite. Écoute, on a quelque chose pour toi. Fait que mon objectif chez Visto, c'est de devenir un peu un service clé en main. Chez Visto, on ne se mettra pas à faire des sites web. On s'entend, on se mettra pas à faire des plans 3D. En tout cas, j'ose le croire. Mais c'est de vraiment pouvoir offrir à nos clients un éventail de produits et services avantageux pour eux pour que justement, ils puissent répondre à un besoin. Fait qu'on vient vraiment se positionner un peu comme le chef d'orchestre puis on dit hey, tu as un besoin Y, j'ai un produit X ou j'ai un partenaire X qui va permettre de répondre à ce besoin-là. Fait que c'est vraiment une stratégie de partenariat aussi qui va nous permettre de générer de la croissance. T'sais, non seulement, nous, on va amener la business à Tech Guys, si on prend eux comme exemple, mais à l'opposé, Tech Guys pourrait aussi envoyer de la business à Visto parce qu'ils vont promouvoir leurs produits en standalone. Donc, 100%. C'est vraiment une décision d'affaires qui est logique. Puis, c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement considéré dans les derniers mois. Puis, qui sont venus un peu à un sujet qu'on a discuté avec mes partenaires chez Visto. Puis, on s'est dit, c'est des sources de revenus qui sont négligées. Puis ça, c'est exactement. Puis c'est jamais quelque chose dans mon parcours professionnel que j'ai eu l'occasion de me pencher puis de me poser la question. Puis là, en discutant, on a dit, on est mieux d'en avoir 10 que d'en avoir 0. Dans un sens que même si ça génère 2 ventes ou 2 clients dans une année, ça reste que si ce partenariat-là dure 5, 7, 10, 15 ans, bien, sur le long terme, c'est profitable, c'est rentable. Donc, c'est vraiment un avenue qu'on a pris dernièrement. Puis, tu sais, aux dernières nouvelles, là, c'est super apprécié. On vient se positionner aussi comme un chef de file aussi dans notre créneau à nous. On vient offrir une valeur que les autres n'offrent pas par ces services connexes-là. Fait que c'est vraiment une stratégie qu'on a élaborée. Puis, justement, avec Tech Guys, ça s'est super bien fait. Donc, thumbs up aux gars là, chez Tech Guys. Ils ont fait un travail phénoménal. Puis, je vous dis, c'est un produit qui vaut la peine tant et autant que pour le prix ou que pour ce que le client aura en retour, c'est incroyable. Non, c'est très cher. Ils ont une très, très belle équipe. Puis j'ai fait un podcast avec Carl puis Danick. Des capsules qui avaient vraiment bien performé aussi. Là. Je sais pas si tu as vu ça. Oui, c'est sûr. La capsule sur le dating. Mais tu sais, c'était intéressant. On a fait un parallèle sur comme la vente. Plus tu fais de reach out, plus tu fais de testing, plus tu as de chances de closer, right? Exact. En tout cas, le podcast, je trouve que c'est un bon moyen de connecter avec les gens. T'sais. Définitivement. Puis ça peut créer des collaborations, des partenariats. Tu te dis, ce podcast-là, cette personne-là n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je prenne le temps de discuter avec cette personne-là? Ouais. Ben, pour vrai, oui. Parce 100%. que
on va prendre l'exemple de TikTok. Quelqu'un qui n'est pas connu sur les réseaux sociaux peut, du jour au lendemain, être hyper populaire avec une vidéo qui pop à 100 000, 200 000 vues. Ouais. Right? Souvent, je me fais quelqu'un qui me donne un commentaire, maintenant je m'en vais dans une activité de réseautage, il me dit Hey, je t'ai déjà vu sur TikTok. Tu sais, genre, puis j'ai 8000 abonnés sur TikTok. Je veux dire, mais le reach est tellement bien organique pour revenir à ta stratégie, les capsules qu'on va faire ensemble, puis je sais pas si c'est un avenue par rapport au personal branding que tu veux développer, mais je pense que ça part de ça. On crée du contenu pour notre brand personnel qui va emmener de la visibilité pour tous nos projets par la suite. Parce que les gens qui écoutent le contenu veulent en apprendre plus sur l'entrepreneur, plus que sur l'entreprise. Les deux vont ensemble. Mais ça part avec « Hey, t'es qui toi? Pourquoi tu t'es parti en affaires? » Puis essentiellement, tu veux inspirer les gens aussi, les jeunes. Ben, écoute, c'est un très bon point. Puis nous, le mot d'ordre qu'on s'est dit à l'interne par rapport à ça, c'est humaniser la marque. Parce qu'on s'entend parfois, l'immobilier, on s'entend, c'est très froid. C'est ça. C'est pas nécessairement une industrie super dynamique. C'est de la brique, c'est de la construction, on s'entend. Donc, nous, on veut vraiment humaniser Vistou. Donc, on veut mettre de l'avant Enzo, mon partenaire, Stéphanie, Yannick, on veut me mettre de l'avant parce qu'il y a des têtes derrière cette organisation-là, puis c'est nous qui fait justement avancer cette marque-là. Donc, pourquoi ne pas être devant les rideaux et non derrière les rideaux? Exactement, les porte-paroles. Donc, vous allez voir là, prochainement, mon partenaire Enzo va rédiger de plus en plus de contenu sur sa page personnelle. Génial. Donc, toujours avec un lien avec l'immobilier et Vistou. Le même principe pour Yannick et Stéphanie, ils vont faire la même chose. C'est qu'on veut vraiment prendre les devants, devant les caméras. On veut aller parler à des gens. On est vraiment les meilleurs brand advocates, comme on dit. On est les meilleurs communicateurs. Exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on anticipe dans les prochaines années. Donc, c'est un super bon point que tu amènes. On est 100% dans cette lignée-là. Ben, c'est fun que tu mettes l'emphase là-dessus parce que tout le monde qui se lance en affaires, ils peuvent avoir un stress, c'est correct de se mettre devant la caméra, c'est normal. J'étais pareil aussi pour les gens qui m'écoutent. Ma première vidéo, ça m'a pris, je pense, 20 takes, devant mon cellulaire pour dire une phrase qui fait du sens. C'est ça. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie, plus tu en fais, plus tu pratiques, plus tu deviens naturel, mieux t'es, tu sais. Fait que c'est ça, pour revenir à notre discussion, tout simplement, si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur qui voudrait peut-être se lancer dans l'immobilier ou plus concrètement dans ton domaine, qui veut développer une plateforme numérique. C'est quoi les steps à prendre dès le début en n'ayant aucune expérience entrepreneuriale? Écoute, si j'avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, surtout qui se lance un peu on va l'appeler dans le numérique, dans une plateforme, dans un service, c'est quelque chose qui est pas consommable. Qui est intangible. Exactement. Ouais. C'est de se concentrer sur une formule qui est clé en main. Quand je dis clé en main, c'est dans un sens que tu peux facilement dupliquer d'un projet à l'autre ou d'un produit à l'autre. Parce que la beauté de ça, c'est que le premier projet ou le premier service ou la première plateforme ou le premier produit, peu importe, que tu vas faire, ça va être très long. Mais plus cet entrepreneur-là, ce jeune entrepreneur-là va en faire, c'est que ton temps de livraison ou ta capacité à livrer va diminuer considérablement. Ouais. Donc, c'est pour ça que, très explicitement parlant, c'est de bâtir un offre de service ou un produit qui est facilement duplicable dans différents contextes. C'est sûr que là, si on prend Vistou, c'est peut-être pas l'exemple qui est le plus parfait, mais dans mon contexte entrepreneurial, si j'avais à revenir en arrière un petit peu, c'est de bâtir justement quelque chose que pour l'industrie de l'immobilier, pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie alimentaire, pour les services professionnels, que je peux facilement dupliquer et que je peux facilement, comme on dit, scaler. Ça, pour moi, c'est un conseil qui est extrêmement important. Excellent. Puis, de ne pas hésiter. Juste de ne pas hésiter. Je sais que c'est cliché là, le fameux just do it. Honnêtement, j'ai tellement frappé de mur, je me suis tellement planté. L'important, c'est d'apprendre là-dedans. J'ai pris un virage, finalement, c'était horrible. Je suis revenu à l'arrière, j'ai pris une autre direction. Puis qu'au final, quand tu regardes ce parcours-là, ben, tu sors de là plus enrichi, tu sors de là avec un bagage que tu n'aurais jamais fait si tu n'étais pas planté. Fait que bon, c'est sûr que, comme je disais, c'est sûrement quelque chose qui revient, c'est le pod, puis de dire foncez, n'hésitez pas, mais en quelques mots, c'est bâtir un produit ou un offre de service qui est malléable, qui pourrait être adapté à plusieurs industries, puis de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux. Donc ça, pour moi, là, c'est 2 must. C'est une excellente fin, mais j'aimerais vraiment te poser une dernière question avant de te laisser.
Je checkais le temps. Hey, C'est parfait. Ça va être assez court comme question. Penses-tu qu'on est né entrepreneur ou on le devient? Écoute, là, tu m'as lancé une curveball, là, j'étais pas prêt à ça. Honnêtement, moi, je pense qu'on le devient. Okay. Parce que si je me prends moi comme exemple, je ne suis pas né entrepreneur, j'ai jamais baigné dans ça très tôt. J'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai vraiment lu sur le dossier, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des audiobooks, j'ai regardé des gens qui sont relativement influents au Québec, je me suis inspiré de ça, puis à la fin de la journée, je me suis dit, moi, je veux devenir comme ça. Fait qu'après, c'est de savoir comment je peux y arriver. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on devient entrepreneur. Merci encore pour ton passage au podcast. Tu as aimé ton expérience? Écoute, c'était génial. Moi, je pense que c'est que partie remise. On a d'autres dossiers en cours. On a d'autres entreprises qui sont en phase de démarrage. Fait que très cher. Je te dirais qu'on revient pour un épisode 2 très prochainement. Ben, c'est ça que je propose souvent avec mes invités, c'est de faire un part 2, part 3, que ça soit 6 à 12 mois. C'est du contenu tellement intéressant à produire. Je veux dire, des discussions qui sont le fun aussi. Fait que, merci encore. Ben, ça fait plaisir, mais tout le plaisir pour moi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.